nouvelle religion mentale existera, va-t-il y exister d'autres religions pour qu'il y ait un équilibre? Si l'égrégore de la religion mentale se dissout, qu'adviendra des autres égrégores? Y aura-t-il une guerre d'égrégores? Bon. Premièrement, l'astral va rester, l'astral va persister, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un monde de la mort au niveau de l'échelon évolutif de notre planète, tant que l'être humain n'aura pas accompli totalement sa fusion entre lui-même et sa fusion entre les plans supramentaux. Donc, ce n'est pas avant les 13 800 ans. Autre chose, l'égrégore mental est un égrégore typiquement astralisé qui va évidemment entrer en lutte avec tous les phénomènes émotifs. C'est-à-dire qu'il y aura une fusion des religions émotives, c'est-à-dire une fusion de toutes les religions de notre planète qui existent présentement, les religions dites involutives comme les religions dites évolutives, des sectes, des écoles traditionnelles, bref, tout ce qui est l'explication émotive de la condition évolutive de l'homme sera fusionné ensemble, et ce sera la religion émotive. Cette religion émotive ne sera que l'émotion. Cela va entrer en conflit, donc en guerre, contre la religion mentale, qui, elle, sera une probabilité de reliement entre le plan supramental et le plan de l'homme. La religion mentale, elle a une chose qui est assez exceptionnelle par rapport aux religions. J'emploie le terme religion simplement pour obliger l'homme ou la femme transitive de comprendre que ce n'est pas un mot qui doit être rejeté, mais la chose que le mot tente de supporter. Alors une personne pourrait dire, toutes les religions, tu sais, l'homme nouveau, les religions, mais la religion mentale, c'est quelque chose d'absolument génial. Et la religion supramentale est quelque chose d'intéressant aussi. Religion veut dire relier, se relier. Lorsque tu es relié, tu fusionnes. Donc, tu n'es plus relié, tu es ça. S'il y a un autre plan à un moment donné à te relier après, ben évidemment, tu recommences un processus de religion. Il y a des religions émotives, il y a des religions mentales, il y aura des religions supramentales. Il ne faut pas penser que le mot religion, j'ai expliqué vendredi dernier, que les religions émotives avaient une seule fonction, non pas de relier l'homme à son esprit, mais de relier l'homme entre lui. Premièrement, étant donné que l'esprit est pluralisé dans différents corps, il est bien évident que chacun des esprits, chacune des particularités ou particules de l'esprit dans ces corps ne peut pas être relié à l'esprit fondamental sans connaître le reste de l'esprit lui-même. Donc, l'être humain doit commencer par se relier, d'où les religions émotives. Et par la suite, l'être humain devra maintenant entreprendre un processus qui va l'amener à se relier à son esprit. Et ça, c'est la religion mentale. Ça ne veut pas dire que chaque être humain aura nécessairement besoin de la religion mentale. Ça veut dire que l'humanité en général, donc 99,9998% des personnes de notre planète, auront besoin de cette religion mentale. Et le reste sont les exceptions. Le fait d'être dans une religion mentale, il faut bien comprendre que ça ne veut pas dire que nous sommes yark. La religion mentale est là de différence de la religion émotive, que c'est la seule religion qui va permettre à l'être humain de se libérer d'elle-même. On sait que la religion émotive n'est pas conçue pour permettre à l'homme de se libérer de la religion émotive. Celui qui rentre chez les chrétiens se rendra compte que la chrétienté ne tient pas à libérer l'homme du christianisme. Tandis que la religion mentale est une religion qui n'a pas d'émotion, même si elle est mémorisée, donc astralisée, même si elle sert de réservoir majeur, elle n'est pas émotivée. Et automatiquement, c'est la seule religion que la planète Terre aura connue qui pourra permettre et qui obligera l'individu à sortir de la religion. Autrement dit, c'est ça la seule religion qui prêchera pour que le monde saque son camp. Mais comme il n'y aura pas aucune autre religion, les individus n'auront le choix que de descendre au niveau du plan émotif, se retrouver seuls face à eux-mêmes, brailler sur eux autres, se voir trop de cul, se suicider, renaître dans un corps plus adéquat, adapté à la religion mentale, ou bien, quand ils se verront trop de cul, ils se lèveront debout, ils quitteront le plan émotif, reviendront dans la religion mentale, et lorsque la religion mentale voudra les expulser, alors ils n'auront pas le choix que maintenant d'être expulsés de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du contact supramental.
La religion mentale est la seule religion qui va permettre à l'homme de se libérer. Tandis que les religions émotives ont comme fonction exclusive de relier l'humain entre lui. Et tant que l'homme n'a pas de conscience individuelle, cette religion doit exister parce qu'elle est l'obligation de l'homme de se relier entre lui, de forcer le reliement entre les différentes parties du même esprit. La religion émotive, donc toutes les religions planétaires et les sectes, etc., ne sont pas conçues pour libérer l'homme, mais pour le relier entre lui. Quand une nouvelle religion mentale existera, il y aura... Bon, la guerre entre la religion mentale et le plan émotif, c'est une guerre qui existe déjà chez l'homme. Et lorsque l'homme sera capable de laisser s'exprimer de temps en temps son plan astral, ajusté par le mental, donc non coloré par son ego, il n'y aura aucun problème. On a déjà expliqué que l'homme nouveau était capable de pleurer, mais pas capable de brailler. Que l'homme nouveau était capable de s'amuser, mais il ne serait pas capable de jubiler. Alors il y aura donc un état d'équilibre qui sera tout à fait harmonieux, étant donné que l'homme nouveau, lorsque sera complétée la phase du millénium, les 13 800 années, où l'homme ne pourra pas transcender, transformer, bouger, briser l'état d'équilibre de notre monde évolutif. C'est ce qui veut dire que la Bible amène un air de paix. Ça veut dire quoi, un air de paix? Ça veut dire que l'homme ne pourra pas se battre. De deux choses l'une. Ou il ne pourra pas se battre, parce qu'il n'aura pas la force. Ou il ne pourra pas se battre, parce qu'il n'enverra pas l'intelligence. Les 13 800 ans qui viennent sont un air de conséquentialité et d'écologie. Donc de respect de l'équilibre. Lorsqu'une chose tend à s'équilibrer, l'explication de l'état d'équilibre devient une loi. Parce que la chose bouge, la loi bouge. Lorsque l'être humain sait que la loi naturelle dit que si tu plantes un gland de chêne, il va pousser un chêne, mais à un moment donné, au niveau de l'homme nouveau, quand tu as planté un gland de chêne, il va pousser ce que tu vas vouloir. Et ça sera selon la loi de la nature. Il sera du blé, si tu veux. Ou tu planteras rien, puis tu considéreras certains grains de terre comme étant des graines, puis poussera du blé dans un champ. Et ça sera tout à fait naturel. À l'époque, on va dire, ben oui, mais c'est normal, tu voulais du blé, ben tu as du blé. Mère Nature pense à tout. Tandis qu'aujourd'hui, les lois qui régissent l'équilibre obligent différentes choses qui sont aussi cataloguées comme lois naturelles. La religion mentale entrera en guerre contre la religion émotive, c'est-à-dire que la religion mentale entrera en guerre contre le plan émotif, mais pas une guerre d'armes, une guerre de relations vibratoires, et ces deux contextes pourront permettre à l'être humain de rester ce que l'on appelle équilibré. Un être humain équilibré, c'est pas l'être humain qui est juste un bord. L'être humain va être équilibré physiquement, vitalement, pour la simple raison que le plan physique a besoin d'énergie vitale, il la tête, et le plan vital a besoin du corps physique pour être exprimé. Donc, il la tête. Ça crée une guerre, ça crée un état d'équilibre, ça crée des corps physiques. L'équilibre entre le plan astralo-mental va aussi être exprimé, et on aura des êtres humains qui seront capables d'avoir de la sensibilité, mais pas de sensiblerie, qui ne seront pas capables de tuer la sensibilité par l'émotion, mais qui laisseront quand même les plans astraux s'exprimer à l'intérieur du corps physique par le biais du canal de contrôle du plan mental. Il y aura donc un état d'équilibre. La religion mentale va toujours être en lutte contre tout ce qui est astralisé au niveau du plan du monde de la mort, mais il n'y aura plus, à cette époque, de religion émotive. Tous les humains seront chapeautés par une seule et même religion. Et cette seule et même religion, on l'a vu vendredi, ne pourra apparaître que lorsque l'humain ne sera plus capable d'être supporté par son plan intuitif ou par son plan cartésien. Lorsque l'être humain ne saura plus comment être supporté par la science, lorsqu'il verra les bombes nucléaires, donc la science détruire le monde, et lorsque le même homme ne sera pas capable d'être supporté par les dieux, alors qu'il verra que les dieux ne font rien pour empêcher la science de détruire le monde, l'humain ne pourra plus s'asseoir ni sur le trône du prêtre, ni sur le trône du savant, et il sera confronté à envisager une fusion vibratoire entre son plan intuitif et son plan cartésien,
ce qui mettra automatiquement en branle énergétiquement son troisième cerveau, et ce troisième cerveau sera l'apanage de la création de la religion mentale. Lorsque l'homme de cette époque aura un troisième cerveau suffisamment vibratoire, il comprendra d'une façon correcte l'alliage entre l'intuition et le cartésianisme. Donc, il aura une intuition cartésienne ou un cartésianisme intuitif, c'est-à-dire qu'il aura une religion mentale. C'est ce que cela veut dire. La religion mentale étant elle-même le Tao, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même de la religion mentale, il y a le phénomène d'équilibre entre les plans mentalo-astral ou astralo-mental. Donc, dans la religion mentale, il y a déjà la compréhension écologique de la relation énergétique entre le plan de l'intuition et le plan du cartésianisme, de l'intellect. Il semble qu'il y a quelque chose qui se contredit là-dedans, parce que tu parles d'un air de paix, et tu parles en même temps de l'écologie du Tao. À ce moment-là, quand on parle d'écologie, on parle de guerre. Alors la guerre, la paix, c'est quoi? La paix, c'est de l'harmonie. La guerre, c'est l'état continuel qui n'est pas exprimé parce qu'il y a l'équilibre qui fait en sorte que les conditions expérientielles ne sont pas altérées. Donc, lorsqu'une guerre est inapparente, il y a la paix. Mais il y a quand même la guerre. Évidemment, la paix n'existe pas. Et la guerre, c'est la confrontation. Lorsque l'on parle de guerre dans le terme humain, on parle évidemment de prendre des armes et de taper à la tête d'un autre. Et lorsqu'il y a suffisamment d'équilibre, il n'y a plus de guerre. Tant que le Vietnam du Nord se bat contre le Vietnam du Sud, tu peux être sûr que le Vietnam n'attaquera pas le Laos. Mais quand le Vietnam finit par s'arranger, le Vietnam attaque la Chine. La Chine doit se défendre. Le Vietnam attaque le Laos. Le Laos doit se défendre. Et c'est toujours comme ça que ça marche. La paix, c'est simplement lorsqu'il y a une guerre qui reste correcte. Il y a autant d'enfants qui viennent au monde que de soldats qui se font tuer. Il y a autant de champs qui sont construits que de champs qui sont détruits. Il y a autant d'immeubles qui sont bâtis que d'immeubles qui sont jetés à terre. Il y a la paix. Quel sera le plan évolutif de ce milieu, dont tu parles, le temps de paix? Qu'est-ce que ce sera, l'évolution? Bon, probablement, il faut comprendre une chose. Présentement, étant donné que l'être humain a une tendance inexorable à essayer, par projection d'ailleurs, d'essayer d'extendre la vie des corps physiques, alors que les corps ne sont plus utiles pantoute, et on est en train lentement de briser l'état d'équilibre. Bon, ça crée qu'évidemment, on aura moins de naissances. Ça va de soi, parce qu'il faudra qu'il se passe quelque chose quelque part. S'il y a des mortalités, il y aura des naissances. S'il n'y a pas de mortalité, il y aura moins de naissances, parce que sinon, on brise l'équilibre. L'humain ne comprend rien de ces phénomènes-là. Un corps physique, quand c'est fini, c'est fini. Bon. Et puis après ça revient à la personne dans un corps mauditement plein en santé, où là, il aura le privilège par fusion pluralitaire au niveau réincarnatif, de pouvoir mieux coordonner son corps physique, de pouvoir mieux l'alimenter, de pouvoir mieux l'entretenir, et elle va vivre mauditement mieux que si on veut continuer à extendre sa vie dans un corps qui est plus adéquat. Bon, mais l'humain comprenant pas ça, il brime l'équilibre, alors automatiquement, il y a moins de naissance, pour un paquet de raisons au niveau de l'intelligence, c'est ce qui va se passer. Quel va être l'état évolutif, disons, dans un air de paix? Il faut comprendre que présentement, l'humain n'a pas d'intelligence. Donc, si l'humain n'a pas d'intelligence, l'humain n'est pas capable de comprendre l'intelligence de l'évolution. Alors, automatiquement, l'humain évolue par programmation pavlovienne, c'est-à-dire que l'humain évolue par programmation astrale, et l'humain a appris par essai et erreur que là, il mangeait de la marde, que là, il y avait de la crème glacée. Alors, l'humain se dirige vers la crème glacée. Étant donné que la crème glacée fond, bien, quand l'humain la trouve un petit fondu, se ramasse encore dans la marde, ça crée l'état d'équilibre. Du bonheur, du malheur, du bonheur, du malheur, du bonheur, bon, parfait. L'humain, dans un état d'intelligence, est automatiquement confronté à une alliance entre les forces d'involution et les forces d'évolution, c'est-à-dire entre la création. La création, elle est évolutive-involutive. Bon, elle est Tao, c'est-à-dire qu'elle est yin-yang, elle est yan-yanique, elle est yin-yanique. Bon, l'être humain, l'homme nouveau, celui qui dans cet état finit par prendre conscience du degré évolutif de son intelligence et de l'obligation de fusionner l'intuitif et le cartésien sous le règne du troisième cerveau, qui est un cerveau supramental, donc un cerveau d'intelligence, un cerveau de synthèse entre la thèse et l'antithèse continuelle, automatiquement, l'être humain va devenir une tripersonnalité, c'est-à-dire qu'il sera une triunité. Donc, il aura une fusion globale entre le troisième cerveau, disons, l'hémisphère intuitif et l'hémisphère, disons, cartésien, et l'être humain ne sera plus une triunité, mais par contre, il sera une unité. L'évolution va se faire de la façon suivante, c'est qu'étant donné que l'homme nouveau, donc dans cette époque après-apocalypse, donc post-apocalyptique, l'homme nouveau
va être capable de voir l'intelligence, de l'amélioration, ce qui automatiquement va le mettre en guerre, donc va le confronter à l'absurdité de l'involution. Il y aura donc toujours ce phénomène, disons, d'équilibre, et l'homme nouveau tentera toujours de conserver l'équilibre par progression évolutive, c'est-à-dire que lorsque l'homme nouveau est capable de fabriquer, par exemple, une maison qui n'a pas besoin d'entretien, qui ne pourrit pas, qui se chauffe elle-même et qui s'organise elle-même, qui a une autogestion complète, une autarchie, disons, domiciliaire totale, alors évidemment, on peut dire, tu brises l'équilibre. Mais l'homme nouveau, lui, continue à engendrer l'équilibre par adaptation évolutive d'une façon ascendante. Lorsque la maison est faite et qu'elle est inaltérable, l'homme nouveau l'oublie et maintenant travaille sur lui, soit sur l'éducation de nouveaux êtres humains espritisés qui viennent sur le plan planétaire dans le but de continuer à engendrer une condition extérieure permettant l'évolution, soit une forêt, soit des territoires pour permettre à l'être humain de rester guerrier. Le guerrier est toujours en guerre. La guerre n'est pas un combat nécessairement. Alors automatiquement, l'homme nouveau va continuer à faire en sorte que son plan vital finisse par engendrer un corps physique qui ne peut plus être malade. Et on va dire, oui, mais là, tu brises l'équilibre. Absolument pas. Il va faire en sorte aussi de créer des déserts là où c'est nécessaire et de créer des Éden là où il en aura besoin, pour la simple raison que c'est ce qui permet la création des vents à l'échelle de notre planète, les déserts et ces choses-là. Donc, il ne sera pas émotivement pogné à dire, « Ouais, mais c'est un désert, ça, il faudrait mettre des belles fleurs dedans. » Est-ce qu'on va dire à ce moment-là que l'homme nouveau va construire son monde pour continuer à expérimenter, ou pas pour continuer, mais pour expérimenter une nouvelle dimension de l'homme? Exactement. C'est que l'homme nouveau va construire un monde, non pas pour s'effoirer dedans, comme le fait l'homme ancien, et c'est là le bris de l'équilibre. Alors, vu qu'il s'effoire dedans, il faut qu'il y ait des voleurs, des violeurs, il faut qu'il y ait des crises économiques, il faut qu'il y ait des accidents d'auto, qu'il y ait pas quelque chose, pour continuer à conserver l'équilibre. L'homme nouveau va bâtir une société qui va être absolument parfaite. Évidemment, on parle du post-apocalypse. L'homme nouveau va bâtir donc des sociétés qui vont être parfaites, mais la société va être simplement une base, une marche sur laquelle il va monter pour pouvoir continuer à orchestrer les autres plans parmi les mondes parallèles, de façon à ce que l'homme nouveau puisse devenir de plus en plus un homme galactique, un homme universel, un homme super universel, et par la suite un homme créationnel pour finalement devenir ce qu'il est, ou disons réintégrer sa condition primaire. La différence entre l'homme nouveau et l'homme d'aujourd'hui, finalement, c'est de l'inconscience à la conscience. C'est que l'homme d'aujourd'hui fait des choses d'une façon programmative, c'est-à-dire qu'il n'a aucune idée de pourquoi il le fait, et il y va que de façon émotive. L'idée que l'homme nouveau a, que l'homme ancien a d'une chose, est une idée émotive. Pourquoi tu fais ceci? Ben parce que c'est beau. Pourquoi tu fais ceci? Ben parce que j'aime ça. Pourquoi tu fais ceci? Parce que c'est bon. Pourquoi tu fais ceci? Parce que ça l'aide les autres. Pourquoi tu fais ceci? Parce que ça amène la paix. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai peur. Tandis que l'homme nouveau, lui, c'est que si tu demandes pourquoi il fait telle chose, il y aura toujours une réponse créatrice et non pas une réponse émotive. Et la réponse créatrice sera obligatoirement, pas parce que légalement, mais c'est mécanique, en coordonnée, c'est-à-dire en relation, en harmonie, en équilibre avec ce qui est exprimé par les autres hommes nouveaux. Toi, à un moment donné, tu es un homme nouveau, tu fais quelque chose. Moi, je passe par là, je ne peux pas faire autrement que de trouver ça intelligent. Mais évidemment, l'humain va poser la question. En fin de compte, dans l'homme, dans l'ère nouvelle, il n'y aura que du collectivisme comme dans l'ère ancienne. Le problème, c'est qu'il faut comprendre, c'est un phénomène de conscience, donc de compréhension, et beaucoup plus que, disons, d'apprentissage. C'est que le collectivisme existe en ce sens que l'univers, il est là, et il est collectivisé, pluralisé, et étant donné que tout s'interrelie, donc que chaque chose a une relation avec une autre chose, automatiquement, tu n'as pas le choix de prétendre à être collectif. Par contre, lorsque l'homme nouveau, lui, agit de la même façon que 300 millions d'autres hommes nouveaux, ils ne sont pas collectifs. Ils agissent collectivement et ils agissent tous d'une conscience individuelle. Élimine tous tes hommes nouveaux qui sont là, garde-en juste un, il va faire la même chose. Élimine-lui, prends-en un autre, il va faire la même chose. Le fait de boire de l'eau quand on a soif, est-ce que c'est d'être collectif? Ben non. Quand tu bois de l'eau, il y a un mot du paquet d'humains sur la planète qui boivent de l'eau. Mais est-ce que tu es collectif? Non. Par contre, si tu n'as pas soif et que quelqu'un boit puis tu bois, oui. C'est la conscience qui va trancher, mais pas l'apparence extérieure. Alors, c'est au niveau de l'évolution, disons, de ce monde de post-apocalyptique, qui va commencer la majorité ici
vous allez sans doute tous pouvoir, de toute façon, vous allez vivre l'Apocalypse et vous allez aussi vivre le début post-apocalyptique. La société nouvelle, quand elle va commencer à être restaurée, c'est une société qui va continuellement envisager cet état d'équilibre pour éviter que des phénomènes comme l'Apocalypse, comme les grandes guerres, reviennent continuellement à l'échelle de l'évolution de notre planète. Est-ce que tu sous-entends à ce moment-là qu'il n'y aura plus d'apocalypse du tout? Il n'y en aura plus. C'est la dernière apocalypse. Qu'est-ce Il que n'y aura t'en sais? plus de ce genre de phénomène Qu'est-ce que tu en sais s'il n'y en aura pas à un autre niveau? J'en sais ce que tu en sais. La question est inappropriée, elle est intéressante les vendredis. À ce moment-là. Bon, ben, je vais passer à une autre question. Comment l'énergie intelligente s'occupe-t-elle de régir l'homme? Comment? Bon. La condition fondamentale pour la compréhension de la régence de l'intelligence sur l'homme, c'est l'écologie. On fait MC4, on traite de l'écologie. On le raborde par la suite d'autres façons. Il n'y a pas une seule chose sur la planète qui ne peut être dérangée sans que soit dérangé un paquet d'autres choses. Quand vous écrasez une fourmi, vous changez la face de l'avenir du monde. Lorsque vous nourrissez votre chat, vous changez la face de l'avenir du monde. Lorsque vous hésitez une fraction de seconde, vous changez la face de l'avenir du monde. Étant donné que tout le monde a le privilège de changer la face de l'avenir du monde, cela veut dire que finalement, le résultat de votre vie à vous ne vous appartient pas, ne vous appartiendra jamais, et vous ne serez que conditionnel à subir ce résultat. Vous avez voulu telle ou telle chose, mais étant donné que quelqu'un dans la jungle africaine a écrasé une fourmi, ça va engendrer une panoplie de réactions qui va faire en sorte, à un moment donné, qu'un automobile va passer devant chez vous, il va frapper votre chien. Alors vous ne pourrez plus le nourrir. Même si vous vouliez avoir de ce chien-là un paquet de rubans bleus, etc. etc. L'humain ne comprend pas le processus de l'écologie, donc de la relation interchose. Parce que sa conscience est trop limitée. Il est temps qu'à un moment donné, vous ouvriez votre conscience. L'ouvrir à un point tel que vous puissiez comprendre la mécanicité mathématique de l'écologie. Un jour, j'expliquais que, à cause d'une roche, un clou a été perdu. À cause d'un clou, un fer a été perdu. À cause d'un fer, un cheval a été perdu. À cause d'un cheval, un cavalier a été perdu. À cause d'un cavalier, la guerre a été perdue. C'est ça, l'écologie. À cause d'une petite roche, la guerre a été perdue. Comment? Bien, l'être humain qui n'a pas la conscience de voir toute l'interrelation entre les choses ne voit pas comment. Oui, mais ça ne s'inscrit pas justement dans une écologie, ça? C'est ce manque-là, à un moment donné? Ça s'inscrit dans un phénomène écologique. Mais on pose la question comment l'intelligence va régir, non pas comment l'astral régit. L'astral est régi dans le fait que tu ne comprends pas l'écologie. C'est le même qui régit. Ça reste une écologie. Mais l'intelligence régit l'homme comment, au niveau de la question Mais ici? c'est peut-être aussi un cheminement d'intelligence que justement qu'il y ait eu pour un clou une perte d'homme. Bien sûr que c'est un cheminement d'intelligence, ça n'a rien à voir avec la question. C'est sûr que c'est intelligent, c'est tout à fait évident, mais comment l'intelligence régit l'homme? Et non pas, est-ce que c'est un cheminement d'intelligence? Oui, mais comment elle régit l'homme? Elle régit justement par la force écologique des choses. L'être humain, premièrement, qu'est-ce qu'il va faire? L'être humain étant tout à fait réactionnaire, il n'a pas le choix, il est là quelque part, puis il attend que l'extérieur bouge. Si lui bouge, tout bouge en même temps. Si tout bouge en même temps, ben lui bouge. À l'instant que l'être humain est créé, automatiquement, l'être humain est dans un mouvement continuel qui est régi par lui et par la collectivité. Sauf que de quelle façon l'intelligence régit-elle l'homme? C'est que l'intelligence est capable de mesurer mathématiquement les conséquences possibles, ce que j'appelle moi les futurs probables. Donc l'intelligence est capable d'enligner des futurs. C'est ce qui est le phénomène de la préscience, de l'homme
transitif qui, à un moment donné, s'il reste prescient, devient une aberration évolutive. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il passe à l'étape du savoir. Et donc qu'il dépasse l'étape de la préscience, qui est supérieure à l'étape de la connaissance. Hein? Il y a l'étape de la connaissance, ce que l'humain connaît présentement. Il y a l'étape de la préscience, juste avant le savoir, où c'est au-delà de la connaissance, mais ça commence à se rapprocher de la religion mentale. C'est un cartésianisme intuitif. Mais si tu restes pogné là, tu restes un gars qui joue aux échecs avec l'humanité et avec ta vie toute ta vie. Il faut que tu passes après ça l'étape du savoir, qui est l'étape donc de la post-préscience. L'étape du savoir. Science voulant dire savoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence n'a qu'à opérer une mutation, une légère altération quelque part dans ton jeu de billard pour qu'obligatoirement la réaction en chaîne qui va s'en suivre vienne manipuler l'humain. De quelle façon? Lorsqu'un phénomène extraterrestre apparaît dans le continuum spatio-temporel de notre Terre, il vient évidemment altérer toute la condition. Sauf que notre extraterrestre n'a pas le choix de venir dedans. Donc, en fin de compte, il altère une condition qui se devait déjà d'être altérée par sa présence. C'est ce qu'on appelle les trames, disons, temporelles. C'est ce qu'on appelle les trames évolutivo-temporelles. L'endroit où l'être humain peut, à un moment donné, aller se promener dans son corps éthérique pour pouvoir connaître les choses que son corps physique ne peut pas connaître pour l'instant. C'est-à-dire que du corps physique, on appelle ça l'avenir. Au niveau du point de vue éthérique, on appelle ça un endroit, donc une dimension. Lorsque le corps éthérique peut fouiller dans telle ou telle dimension, il peut connaître des choses et il peut, par le biais de son véhicule éthérique, indiquer à son corps physique qu'est-ce qu'il en est de ces régions. Et le corps physique, lui, étant densifié, marche tellement plus lentement, il va pénétrer ces dimensions-là plus tard, ce qui fait que pour l'âme physique, ça devient un phénomène de prédiction d'avenir. Bon, c'est un phénomène de savoir. L'intelligence, elle est capable de s'occuper de l'humanité de la façon suivante. C'est que l'être humain étant tout à fait conditionnel des réactions de l'extérieur, l'intelligence vient chapeauter l'extérieur et il va s'arranger pour pouvoir instruire le plan de l'homme à partir de ce qui est le plus vibratoire chez l'homme. Donc, à partir de ce qui va nécessiter le moins d'involution des plans supramentaux. Et normalement, dans l'antique civilisation, disons, à partir de 1968 en descendant, disons que c'est l'antique civilisation, parce qu'à partir de 69, vois-tu, présentement, on est en l'an 18 de l'ère nouvelle. On n'est pas en 1987, c'est en l'an 18 de l'ère nouvelle. À partir de l'an 0 de l'ère nouvelle, l'humanité n'est plus régie de la même façon, c'est-à-dire qu'antiquement, les plans d'intelligence n'avaient pas d'autre choix que de passer par des véhicules éthériques melchisédiens, de passer par des véhicules hautement spirituels, les maîtres, et d'aller à travers un paquet de disciples ou de petits maîtres de second ordre, de troisième ordre, rejoindre des humains qui avaient besoin d'un maître. À partir de l'an 0 de l'ère nouvelle, donc à partir de 1969, l'être humain vit une autre phase d'évolution, c'est-à-dire que maintenant l'intelligence peut passer directement par une zone de corrélation mentale, une vibration mentale, parce qu'il y a création d'un double éthérique. L'ovule du double éthérique est le troisième cerveau. La première partie du double éthérique est constituée, devient ce troisième cerveau, qui est un cerveau éthérique, qui évidemment n'aura pas de correspondance réellement encéphalatique, cérébrale au niveau de l'homme. La glande pinéale et la correspondance endocrinienne, mais ce ne sera pas le support du troisième cerveau. L'intellect est supporté d'un côté par le cortex, donc par un hémisphère cérébral. L'intuition est supportée par l'autre côté. Et le troisième cerveau, il est éthérique. Le troisième cerveau étant de l'intelligence, disons, qui va synthétiser les choses, c'est-à-dire qu'il va être capable de créer des synthèses, ne peut pas faire partie du plan du monde de la mort, donc ne peut pas faire partie du plan du monde de la vie. Donc, il ne peut pas faire partie ni du plan astral, ni du plan vital, donc il ne peut pas faire partie du plan de l'homme matériel, de l'homme terrestre, donc du corps physique. Ça va de soi. Il fait donc partie du plan éthérique, donc du plan supramental, et par le biais de l'intelligence mentale de l'homme, donc par le biais de sa vibration, il entrera en relation avec la glande pinéale, qui est la correspondance vitale des plans supramentaux, et il pourra donc régir le corps physique, donc automatiquement régir endocrinalement parlant l'expression de l'intelligence dans le corps physique, ce qui va empêcher maintenant l'ego de continuer de colorer, et il va être capable aussi de régir les deux dimensions, disons, antipodes, de l'intellect et du côté intuitif. À ce moment-là, si lorsque tu parles de ralentir, puis même d'arrêter, de réverser le mouvement d'expansion,
que c'est la job de l'homme de faire ça? Où est-ce que tu places l'intelligence à ce moment-là au niveau de ce cheminement? Bon, quand je dis que c'est la job de l'homme, c'est pour faire plaisir au monde. Quand je dis que c'est la job de l'homme, il faudrait qu'on comprenne que c'est l'homme fusionné, donc que c'est l'homme lumière, donc que ce n'est pas l'homme de la Terre. L'homme de la Terre, lui, il est là simplement pour donner de l'expérience à l'univers. L'homme planétaire est là pour donner de l'expérience aux plans supramentaux, parce que l'énergie supramentale, c'est de l'astral galactique. L'énergie supramentale, c'est une mémoire qui est galactique. Alors, et cette mémoire galactique n'a pas le privilège de connaître une mémoire planétaire, une mémoire solaire ou une mémoire planétaire, ou encore une mémoire lunaire. Sur le contexte planétaire de l'homme, le corps physique de l'homme est de l'intelligence qui s'est perdue, donc de la lumière qui est devenue humaine. C'est le phénomène de la terrestrification. Et lorsque l'être humain vit de cette terrestrification, il est manipulé par l'intelligence qui, elle, ne vient simplement que juxtaposer des plans énergétiques pour opérer premièrement de l'expérience de façon à physifier, c'est-à-dire à rendre tout à fait physique les plans supramentaux, même si ces plans supramentaux physifiés deviennent tout à fait absurdes, ou c'est-à-dire ignorants, ils sont nubiles eux-mêmes. Lorsque les plans sont suffisamment vibratoires, l'intelligence supramentale prend le dessus, et là, on a un être humain qui est en contact avec l'intelligence supramentale, par le biais de son double éthérique et par le biais, évidemment, de son ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, évidemment, n'est pas un phénomène tout à fait existentiel. L'ajusteur de pensée, c'est un concept. C'est un concept qui tend à expliquer à l'homme ancien et à l'homme transitif la phénoménologie du contact entre l'intelligence supramentale et l'intelligence mentale. L'ajusteur de pensée, expérimenté ou non, l'ajusteur de pensée, tout le monde en a un. C'est-à-dire que tout le monde a déjà un contact avec l'esprit. Mais l'ajusteur de pensée, c'est simplement un phénomène énergétique. C'est un peu comme quand tu prends... C'est un transit. C'est un transit, c'est exactement comme si tu prends ton doigt, tu le places dans de l'eau chaude. Le contact avant de toucher à l'eau, il y a une chaleur, il y a quelque chose. C'est ça qu'on appelle l'ajusteur de pensée. Mais en réalité, ce n'est pas un phénomène qui se promène dans l'air et qui, à un moment donné, cherche quelqu'un. Bon. Le fait d'avoir un ajusteur de pensée expérimenté, c'est lorsque tu es capable, égoïquement, de connaître et mentalement de savoir tout. Ben, l'ajusteur, évidemment, il est assimilé, ça veut dire qu'il n'existe plus. Bon, c'est un concept, il faut parler des choses. Lorsque, à partir de l'an zéro, donc de l'ère nouvelle, l'intelligence supramentale a maintenant le privilège de rejoindre certains humains par le biais de leur corde mentale, augmenter la vibration mentale au niveau de leurs cellules, augmenter la vibration éthérique vitale cellulaire, donc opérer une mutation au niveau des corps physiques, ce qui engendre des maladies, des problèmes et d'autres choses, mais qui en même temps est tout à fait évolutif. Il y a toujours une guerre. Alors, à un moment donné, il y a un état d'équilibre qu'on essaie de retrouver. Dans la mutation de l'homme nouveau, la chose est neuve. Donc, il y a un déséquilibre qui s'appelle l'évolution. Il doit obligatoirement y avoir, à un moment donné, un antipode pour ramener l'équilibre. Sinon, la personne devient folle. Bon. Lorsque l'intelligence prémentale, à partir de l'an zéro, a la faculté de manipuler les individus, corporifier, donc les intelligences, sa correspondance espritique, mais maintenant omnibulée par le plan du monde de la mort, l'homme, lorsque l'esprit peut manipuler son homme, son corps, ou sa femme, son corps, il a maintenant la faculté de se servir de ce corps pour faire bouger l'humanité. Donc, avant l'an zéro, c'est-à-dire 1968 à l'heure descendant, jusqu'à bien avant l'autre an zéro, n'est-ce pas, bien avant Jésus-Christ, l'astral avait, le plan supramental entrait au niveau des plans du monde de la mort, parlait par des voies éthériques melchisédiennes à certains humains hautement vibratoires, ou parlait simplement par les voies du monde de la mort, par le plan spirituel ou par les plans infernaux, à des entités qui manipulaient les hommes. Et on ne manipulait jamais un individu, on ne pouvait manipuler que des masses. À partir de l'an zéro de l'ère nouvelle, l'intelligence supramentale continue évidemment à passer par les plans astraux, par le monde de la mort, mais a maintenant le privilège de venir voir un individu et de manipuler un individu, et non plus que des masses. C'est pourquoi je dis qu'à un moment donné, il y aura des individus qui auront de l'intelligence supramentale, ne voudront pas l'exprimer par trop grosse opposition de leur ego, et l'intelligence pourra faire des choses avec ces personnes. Elle les rendra malades eux-mêmes. Elle fera en sorte que leur avion fasse des loopings, que le Boeing fasse des loopings s'il le faut. Elle les fixera carrément à 5 coins de rue pendant 2 ans, s'il le faut. Et l'intelligence, maintenant qu'elle a la possibilité de pénétrer directement chez un individu, et par le biais autre que par les voies astrales, et par une voie mentale, automatiquement, elle va manipuler l'humain nouveau, l'humain transitif, disons, parce que l'humain nouveau n'est plus manipulé par l'intelligence supramentale, il est de l'intelligence.
L'être transitif va donc être manipulé par le biais de sa corde mentale, ce qui fait qu'il aura donc une initiation individuelle, une initiation beaucoup plus volumétrique et une initiation beaucoup plus, disons, imprimante au niveau de l'ego. L'équilibre sera-t-elle un jour individuel ou sera-t-elle toujours planétaire? Soit d'avoir le même taux yin et yang équilibré. Bon. Lorsque je parle d'écologie, d'écologiser sa vie, d'écologiser le monde, l'évolution, tous les plans. Il y a une écologie psychologique, il y a une écologie astrale, donc il y a une écologie mentale, il y a une écologie supramentale, il y a une écologie vitale, il y a une écologie physique. Vous devez comprendre que l'écologie, c'est la science des mondes meilleurs, c'est la science des mondes parfaits, c'est la science de l'harmonie, c'est la science des dieux, c'est la science de la création, c'est la science de la mécanique créatrice, c'est la science du verbe, c'est la science des relations, c'est la science de la vie. Disons de l'existence. Si on pose une question, l'équilibre sera-t-elle un jour individuel? C'est qu'on n'a pas compris ce qu'est l'équilibre. Chaque être humain, dans son individualité évolutive, doit parvenir à l'état d'équilibre, mais ce n'est pas ça l'équilibre. Ça veut dire que l'équilibre est toujours à refaire. Non. Est en constante évolution. Parce que si on arrive à un équilibre, automatiquement, on doit aller vers un autre équilibre, parce que cet équilibre-là est pour cet instant-là, et on doit aller vers un autre équilibre. C'est qu'il y a une évolution d'équilibre. Un équilibre qui évolue au rythme d'une évolution de ceux qui constituent disons, la mécanicité de création d'équilibre ou de destruction de l'équilibre est un équilibre instable. Un équilibre instable est le phénomène même disons, de l'attitude du guerrier. Donc du guerrier du Verseau, on peut dire, du guerrier nouveau. Un équilibre instable. Si on reprend l'exemple de l'ordem, c'est exactement ce qui va se passer. Si tu fais des mouvements, tu vas toujours être en équilibre, mais un équilibre précaire, instable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que tu es toujours debout, toujours en parfait équilibre, mais toujours en mouvement. Parce que si tu n'as plus de mouvement, tu pourras facilement de ton équilibre tomber en déséquilibre. Mais si tu as un mouvement, tu as toujours un équilibre instable, un équilibre précaire, qui n'est utile et qui n'est efficace que dans une situation temporelle extrêmement limitée et dans une action extrêmement limitée. L'évolution du guerrier, c'est le même phénomène. L'équilibre, il doit être vivant. Un équilibre qui est stable est un équilibre qui n'existe pas de la mort. Alors, c'est un peu comme tu dis. Est-ce que l'équilibre est toujours à refaire? Non. L'équilibre chemine. Si tu veux le mémoriser là, il faudra que tu l'entretiennes, et là, tu risques de créer des conflits. Si tu chemines en même temps que l'équilibre, automatiquement, tu vis. Donc, il n'y a aucun problème. Tu peux te promener sur un pied quand vous marchez. Vous êtes dans un équilibre instable. Et par le fait même, vous ne tombez pas. Une personne qui est debout est beaucoup plus facilement déséquilibrable qu'une personne qui marche. Et la personne qui est debout, que tu déséquilibres, il faudra qu'elle bouge. Sinon, elle tombe. Alors, ou elle accepte d'embarquer dans l'équilibre instable pour pouvoir rester debout, ou bien elle y refuse et se ramasse sur le dos. L'équilibre instable est le même phénomène au niveau de l'évolution. Le problème des mémoires, la mémorisation, c'est une cristallisation de phénomènes équilibrés du passé dans un monde qui est toujours en mouvement. Donc, l'évolution mémorielle, l'évolution émotive, l'évolution désirionnelle, l'évolution astrale est une évolution qui, justement, fait référence à un équilibre stable. Tu connais ton Dieu, tu connais tes lois, tu connais tes formes de prière, tu connais les péchés, tu connais les bonnes actions, tu connais les saints. Ça ne change plus. Tu sais comment Dieu a créé, tu as un livre sacré qui ne peut pas être amélioré parce qu'il est parfait. Tu ne... Pardon, bouge plus. Le fait que tu ne bouges plus, c'est un équilibre stable. Stable, tu meurs avec. Statique. Tu meurs avec. Ben oui. Est-ce qu'il y en a qui disent, par exemple, que lorsqu'on a cellularisé quelque chose, que finalement, c'était ça l'équilibre. Mais c'est un équilibre qui est momentané. Parce que lorsque tu cellularises quelque chose, cela veut simplement dire que tu le rends vivant.
c'est génétiquement transmissible, donc c'est éthériquement ou vitalement transmissible, donc ça fait partie de la vie. Cela veut dire que si tu meurs après avoir engendré, ce que tu as fait reste là, donc il reste vivant, pas mémoriel. Cellulariser ne veut pas dire que si tu t'assois maintenant, c'est fait. Ça veut simplement dire que tout ce que maintenant tu as réussi à cellulariser va et fait partie maintenant de l'équilibre instable, tandis qu'avant, ça faisait partie de l'équilibre stable ou de la probabilité d'équilibre instable. Et maintenant, selon ton évolution à toi, ces choses continuent à vivre en même temps que toi. L'équilibre que l'être humain va, disons, opérer avec la cellularisation est un équilibre qui fait partie de l'équilibre des forces cosmiques, un équilibre instable, un équilibre quand même, un équilibre des forces. L'écologie, est-ce qu'on pourrait aussi la rentrer dans cet aspect-là, de cette vision-là? Une écologie qui est en vie, qui est véritablement en vie, qui n'est pas statique, c'est celle qui bouge, qui se transforme constamment, finalement. L'écologie, tant que l'homme ne s'en mêle pas avec ses forces cristallisantes, est toujours en mouvement. Tu rentres dans une forêt, il y a plus de telle et telle chose. L'année d'après, tu reviens, il y en a moins. L'année d'après, tu reviens, il y en a plus. L'année d'après, tu reviens, il y en a moins. Puis donc, c'est toujours en vie. Est-ce qu'on peut penser que, on peut voir que l'homme actuel, même dans son état d'inconscience ou de semi-conscience, peut faire quelque chose quand même qui a moins d'impact, qui va faire en sorte que, effectivement, l'écologie va être transformée, mais qui va se refaire une écologie à partir de ça. Finalement, on n'altère jamais l'écologie parce qu'elle se refait toujours. Présentement, vois-tu, c'est que faut bien comprendre cette chose. Toutes les forces qui présentement régissent notre planète Terre au niveau de la flore, de la faune, des gestions des cultures, des gestions des procréations, des gestions météorologiques, des gestions planétologiques, de toute la mécanicité, qu'elle soit océanique, qu'elle soit tellurique, tout le phénomène au complet, est régi par une guerre dans le monde de la mort. Donc, par une guerre dans les plans astraux. Évidemment, quand on parle d'astral, on parle d'astre. Quand on parle d'astre, on peut parler de désastre. C'est le même phénomène. Lorsque l'homme nouveau apparaît sur le plan planétaire et que cela devient un peu plus, disons, collectif, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'hommes nouveaux, conscience individuelle, mais ça devient une collectivité d'hommes nouveaux, automatiquement, la planète Terre, ces mêmes lois dites naturelles, finissent par être régies par plus d'intelligence. Étant régies par plus d'intelligence, ça ne devient pas intelligent que de devoir planter des conneries dans le sol pour pouvoir que ça pousse. Tant que tu as besoin de manger. Donc, tout le phénomène des lois naturelles va carrément sauter. Mais pour que l'humain accepte que ça saute, il faut évidemment que le ciel soit carrément perturbé. Et c'est pourquoi on a inévitablement besoin d'une force apocalyptique. Oh, pas comme l'être humain la voit, mais on a quand même besoin de ce genre de phénomène pour pouvoir purifier les choses. Brûler une partie du ciel et en même temps obliger l'humain à se pluguer sur une religion mentale parce qu'il ne pourra plus s'asseoir d'un bord ou de l'autre, la théologie ou la science. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'intelligence, par le biais de l'homme nouveau, donc de la femme nouvelle, de l'enfant nouveau, est capable d'être exprimée dans le plan de la matière, automatiquement, je commence à se transformer toutes les lois dites naturelles. Si Dieu a créé le monde comme ceci, ben, il n'y a rien qui empêche Dieu, à un moment donné, de le créer d'une façon différente. C'est pas. Bon, ça c'est pour les théosophes. J'ai une série de questions concernant des extraterrestres. Pourquoi des extraterrestres sauveraient-ils des corps humains puisque nous ne mourrons pas? La survivance de l'humanité à cet apocalypse dépend-elle uniquement de l'implication des extraterrestres? Comment faire la différence entre un extraterrestre astralisé et un extraterrestre très intelligent, ou intelligent plutôt? Si l'un d'entre nous se trouve à bord d'un véhicule d'extraterrestre, quel sera son travail à réaliser avant d'être redéposé à terre ou sur terre? Une fois. Alors, prenons la dernière. Prenons la première. Pourquoi les extraterrestres sauveraient-ils des corps humains? On commence par elle, parce que les autres sont conséquentiels de celle-là. Puisque nous ne mourrons pas. Il faut comprendre, c'est que les corps physiques meurent. Et si les corps physiques de la planète Terre sont tous décollissés, bien évidemment, la procréation de nouveaux enfants solides pour pouvoir recevoir les êtres humains qui auront l'expérience de l'apocalypse ne pourront pas être faits. Donc, même si l'être humain essentiellement ne meurt pas,
les corps physiques ont le privilège d'être altérés, de mourir, de pourrir. Et il faut reprocréer des choses. La radioactivité étant ce qui peut altérer le plus la procréation génétique, il est donc évidemment très important qu'une bonne partie de l'homme, de l'humanité, puisse être préservée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y en a un parmi vous qui est dans une région radioactive et qu'il n'a pas à être altéré, il ne sera pas altéré. Mais ce n'est pas à lui tout seul qu'il va être capable de réenfanter suffisamment d'enfants pour qu'il y ait suffisamment d'esprits qui puissent se réincarner de façon à maintenant à bâtir le millénium. Donc, il devrait y avoir des choses. Pourquoi les extraterrestres sauveraient-ils des corps humains? Tout à l'heure, j'ai expliqué que le phénomène extraterrestre n'était pas un phénomène émotif, donc n'était pas un phénomène intentionnel. Pourquoi les extraterrestres sauveraient-ils? C'est qu'est-ce qu'ils ont à foutre avec les humains? Mais depuis que l'être humain est là, qu'ils viennent se planter le nez ici, à nous espionner, à nous checker, à nous cobaïser, c'est qu'ils ont besoin de l'homme. Les extraterrestres sont des phénomènes évolutifs de beaucoup inférieurs à la potentialité évolutive de l'humain. Les extraterrestres sont des êtres descendants qui ne sont pas encore descendus suffisamment bas pour vous donner l'impression d'être plus évolués, plus involués. Donc, présentement, ils ont une expression évolutrice apparemment supérieure, c'est-à-dire que leur état d'équilibre est plus haut que l'état d'équilibre de l'homme. Sauf que l'état d'équilibre de l'homme est un état d'équilibre ascendant et l'état d'équilibre extraterrestre est un état d'équilibre descendant. Quand l'humanité était à la phase égyptienne, sumérienne, les extraterrestres étaient mauditement plus évolués que ceux qui nous visitent aujourd'hui. Et l'humanité ayant eu une évolution technique, sociale, psychologique et mentale, pendant le même laps de temps, le phénomène extraterrestre avait une involution sur les mêmes plans. D'ici quelques années, le phénomène extraterrestre sera au plan de l'homme. Presque au plan de l'homme. Et s'ils ne sauvent pas l'homme, ils ne pourront faire aucun contact avec l'homme, c'est-à-dire qu'ils ne pourront faire aucune union génétique avec l'homme. Cela veut dire qu'ils ne pourront pas être supportés par des corps d'hommes, fusionnés à des esprits humains. Cela voudra donc dire que ces extraterrestres seront dans l'obligation de poursuivre leur phase involutive, étant donné qu'il n'y aura pas de corps suffisamment évolués pour pouvoir les recevoir. Les extraterrestres sont de l'esprit comme l'homme est de l'esprit, sauf qu'ils ont une expression dans notre contexte planétaire qui n'est pas nécessairement terrestre. Il y a une particularité intraterrestre qui va évidemment être exprimée lors de l'Apocalypse, mais c'est autre chose. Pour l'instant, il faut juste comprendre que le phénomène extraterrestre est un phénomène descendant, que le phénomène de l'homme est un phénomène ascendant, et que les extraterrestres sont de l'esprit de même nature que ce qui vous constitue, et que cet esprit, lorsqu'il s'exprime dans le domaine de l'homme, ne peut et ne pouvait s'exprimer autrement que par l'apparence de visiteurs d'une autre planète. Elles vont, ces extraterrestres ou ces civilisations extraterrestres, elles vont donc vouloir sauver l'homme, l'homme qui peut évidemment vibratoirement entrer en correspondance avec eux, pour pouvoir se fusionner énergétiquement avec eux, de façon à ce qu'ils puissent cesser leur évolution et de façon à ce qu'ils puissent spirituellement sauver l'homme. Mais c'est l'homme qui va les sauver aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les extraterrestres ne sont pas intéressés à rencontrer des personnes émotives. Le phénomène extraterrestre est un phénomène énergétique descendant du plan supramental et il n'a aucun intérêt pour ce phénomène extraterrestre de rencontrer des individus qui sont au niveau du plan émotif. Le phénomène extraterrestre, c'est-à-dire que la fonction même de cette extraterrestrialité, lorsqu'elle va descendre à l'échelle de notre planète pour pouvoir, disons, prendre contact avec les humains ascendants, c'est justement de bloquer leur descendance, leur involution. Alors, évidemment, vu qu'ils sont encore du point de vue, disons, planétaire au plan de l'intelligence, ils n'ont aucun intérêt à rencontrer les gens les plus involués vibratoirement de la planète. Cela veut dire qu'ils ne vont s'occuper que de ceux qui sont les plus vibratoirement évolués, donc que de ceux qui ont une possibilité d'absorption, comme on l'a déjà vu au niveau des séminaires PMC,
et au niveau du PMC et au niveau des conférences, ils ne vont s'occuper que de ceux qui ont une probabilité d'absorption éthérique de conditions réincarnatives. Cela veut dire qu'à un moment donné, lorsqu'une personne a un début ou une constitution de double éthérique, automatiquement, elle a une probabilité de pouvoir assimiler les personnalités réincarnatives constituant le même phénomène espritique. Et comme les extraterrestres sont de la même nature espritique que l'homme, donc sont reliés au même phénomène des plans supramentaux que l'homme, automatiquement, les extraterrestres sont intéressés à rencontrer les gens et les personnes qui ont des corps physiques, suffisamment orchestrés et orchestrables, donc encore évolutifs, qui n'ont pas été altérés par les conditions apocalyptiques de notre planète, pour pouvoir envisager la probabilité d'une liaison énergétique entre les humains et les extraterrestres. Cela veut dire que lorsque les enfants vont naître par la suite, ils seront évidemment des êtres nouveaux qui auront une essence déjà supramentale. Lorsqu'à un moment donné, on me posait des questions, est-ce que les enfants de l'homme nouveau vont être supramentales à la naissance? Non. Lorsque l'être humain naît sous contexte planétaire, il est automatiquement astralisé. Cela veut simplement dire qu'il est conditionnel de l'évolution du monde de la mort. Donc, il doit, même s'il a une probabilité physique et génétique suffisamment avancée, il devra quand même faire lui-même son contact et sa fusion. Lorsque l'être humain sera venu au monde à la suite du contact énergétique entre les plans extraterrestres intelligents et les plans de l'homme ascendant, l'enfant qui va naître ne sera pas non plus espritisé. Il devra passer par la phase de l'émotivisation, par la phase de la mentalisation, et vers l'âge de 8, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, il sera tout à fait supramental, donc extraterrestre, de nature ou de provenance. Lorsque l'être humain vient au monde, il n'a pas d'émotion. En Lémurie, il fut de cela très très longtemps, n'est-ce pas? Il y a de cela très très jadis. Lorsque l'être humain a rencontré, lorsque les animaux humains ont eu le même contact vibratoire avec une race, avec la race violette, la race adamique, ils ont eu une progéniture, la nôtre, qui leur permettait maintenant d'avoir un âme, donc de l'émotion, et une particularité naissante du corps mental, que le Nazaréen a, disons, fait développer au niveau à l'échelle de la planète lorsqu'il a instruit l'égrégore, disons, céleste par sa crucifixion et par sa vie. Mais ça n'empêche pas, depuis que l'humain a eu cette fusion avec, lorsque le bébé vient au monde, il n'y a pas d'émotion. Il doit entrer en contact vibratoire avec le plan du monde de la mort. Lorsqu'il est entré en contact avec le monde de la mort, si l'enfant meurt, il va au ciel. C'est-à-dire qu'il va dans les phases purgatorielles. Tant que l'enfant n'a pas de contact avec le monde de la mort, si le corps physique de l'enfant meurt, l'esprit se retourne immédiatement au niveau des plans éthériques, donc des plans supramentaux, et l'enfant reste pur, c'est-à-dire que, comme on en parle dans la religion, il n'y a pas de phase purgatoire, disons purgatorielle ou infernale à vivre. Mais il n'y a même pas de phase céleste non plus, mais ça, ils ne savent pas. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y aura eu un contact énergétique entre les plans extraterrestres intelligents descendants et les plans évolutifs de l'homme ascendant, l'enfant qui va venir au monde devra donc lui aussi entrer en contact avec le monde de la mort, avoir de l'émotion. Quelque temps après, il entrera en contact avec les plans mentaux du monde de la mort, et il aura de l'intellect et du mental. Et quelque temps après, il entrera en contact avec le monde extraterrestre, donc il devra de toute façon faire sa fusion, comme vous avez dû faire la vôtre au niveau des plans du monde de la mort, et il sera un extraterrestre de provenance. Parce que nous sommes tout à fait terriens de provenance, enfin nous, vous. Lorsque l'être humain entre en contact avec le phénomène extraterrestre, ce qui est extra intéressant, n'est-ce pas, c'est que l'homme qui a un plan éthérique, un corps éthérique relativement débutant ou constitué, a automatiquement un plan mental suffisamment avancé, et même s'il a encore des problèmes au niveau du plan émotif, ça ne change rien qu'au niveau des probabilités, il est en train de gagner. À court, moyen ou long terme, on s'en fout. C'est commencé. Et c'est le cas de la majorité d'entre vous. Et d'un paquet d'autres qui ne font pas partie du centre de l'universalité, ça va de soi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet extraterrestre a donc l'avantage vibratoire de pouvoir rencontrer un terrestre extra et de pouvoir rencontrer quelqu'un qui ne viendra pas se foutre à genoux devant lui. Un être humain ou un être extraterrestre qui a de l'intelligence et qui a de la vibration ne veut rien foutre avec un être humain qui s'écrase au contact de la vibration. C'est pourquoi l'être nouveau ou l'homme transitif suffisamment avancé doit être capable, lorsqu'il rencontre un extraterrestre, de rencontrer quelqu'un d'égal à égal. Parce que ça devra être le cas.
Le contact énergétique, ce ne sera pas un contact sexuel pour les mordus, ce sera un contact énergétique. Parce que vous savez que la relation sexuelle, c'est pour les animaux. On peut procréer autrement que par le contact sexuel. Sauf que pour l'instant, l'être humain a encore un véhicule animal, alors il a besoin de ce contact sexuel. Lorsque les êtres extraterrestres et les êtres humains vont pouvoir se rencontrer, le contact énergétique engendrera de part et d'autre un phénomène qui permettra maintenant au support matériel de l'homme, lorsqu'il va continuer son évolution, de pouvoir absorber le phénomène énergétique extraterrestre lorsque celui-ci va descendre en vibration. Cela veut dire que, exactement comme lorsque un humain arrive à une évolution suffisamment ascendée pour pouvoir transcender le monde de la mort, pénétrer le monde de la mort sans mourir et absorber toutes les entités espiritisées qui lui ressemblent pour pouvoir fusionner ça en un seul personnage, comme le Nazaréen a fait et comme beaucoup ici vont faire. Le même processus va s'opérer au niveau des phénomènes extraterrestres, c'est-à-dire que ceux-là, au lieu de descendre trop bas, vont simplement être assimilés par ceux avec qui ils auront eu le contact, les humains. Les humains vont donc sauver le phénomène extraterrestre descendant planétaire, et évidemment, le phénomène extraterrestre va permettre à l'humanité ascendante planétaire d'avoir une évolution de conscience comme elle ne pourrait pas en avoir sans contact avec la conscience extraterrestre. C'est un échange d'énergie. Alors, c'est pas intentionnel, ils n'ont pas le choix. Puis nous, c'est pas intentionnel. Faites-vous-en pas que si un jour vous êtes prête puis qu'il y a un vaisseau qui est à côté, vous ne tirez pas à pile ou face. La survivance de l'humanité à cette époque apocalypse dépend-elle uniquement de l'implication des extraterrestres? Elle dépend de l'homme et elle dépend du phénomène extraterrestre. Comme je viens de l'expliquer. Pas d'homme prêt, pas d'extraterrestres. C'est pas des extraterrestres qui viennent sauver l'humain. Les extraterrestres viennent se sauver. Puis l'humain va embarquer pour se sauver. Mais pourrait-on dire que actuellement l'apocalypse C'est n'importe quoi. Bon, alors je dis n'importe quoi. Est-ce que l'apocalypse est commencé déjà? Si on veut parler de l'apocalypse tel que prédit, il n'est pas commencé encore. On a encore ce que j'appelais l'été de l'homme transitif, pour faire référence à l'été des Indiens. On a encore quelques petites périodes de temps avant que réellement commence l'apocalypse. Apocalypse, c'est une révélation. Il y aura donc des révélations à travers le continuum de ce phénomène de temps, de temps, disons, apocalyptique. L'homme aura la révélation que ces dieux n'existent pas, que la science est une farce, une coordination, disons, intellectuelle ou cartésienne de l'ignorance de l'homme. L'homme saura que la religion est une coordination émotive de l'ignorance de l'homme, et il y aura donc ces deux révélations-là. Par la suite, il y aura la révélation de ce que c'est que l'esprit christique, il y aura la révélation de ce que c'est que l'homme nouveau, il y aura la révélation du phénomène extraterrestre, il y aura la révélation de l'absurdité du libre arbitre de l'humanité, il y aura la révélation de l'antipode des religions et de la science, la religion mentale, il y aura la révélation du fait que l'être humain doit fonctionner dans un état de guerrier et que la paix est une illusion ou la paix est un synonyme de l'harmonie, l'un ou l'autre. Il y aura donc un paquet d'autres formes de révélation que ce n'est pas le temps de révéler pour l'instant, pour la simple raison que l'astral n'a pas le savoir. Alors l'Apocalypse, est-ce qu'elle est commencée? Disons que c'est une pré-apocalypse où on révèle des choses qui, là, comme présentement, j'ai dit des choses qui n'ont jamais été dites. Bon, en 86, j'en ai dit quelques-unes. En 87, on va en dire mauditement plus. Et puis, au fur et à mesure que ce sera le temps, ben, plus on va révéler de choses, plus la révélation sera là. Apocalypse veut dire révélation. Comment faire la différence entre un extraterrestre astralisé et un extraterrestre intelligent? Exactement comment faire la différence entre un être humain ou un maître astralisé ou un maître intelligent. S'il faut que tu te mettes un genou en avant et il est content, c'est pas le bon. Si l'un d'entre nous se trouve à bord d'un véhicule extraterrestre, quel sera son travail à réaliser avant d'être redéposé à Terre? Check la température du moteur. L'homme doit-il Je ne peux prendre... pas répondre encore. C'était pas sérieux de checker la température du moteur. Bon.
Bon, il y a des choses dans cette question ici qu'on ne peut pas dire pour l'instant, pour la simple raison qu'il y a beaucoup d'humains qui ne sont pas prêts, et au niveau astral, ce n'est pas prêt non plus, c'est-à-dire qu'on va créer de la spiritualité au niveau de ce qui peut arriver au niveau des vaisseaux extraterrestres. Les vaisseaux extraterrestres ne sont pas du tout conçus comme nos vaisseaux planétaires, pour la simple raison que là où ils sont construits, ils n'ont aucune limitation matérielle. Ils sont construits au niveau des plans d'intelligence, et lorsqu'ils sont densifiés, ils ont l'apparence qu'ils ont. Tandis que nous devons partir au niveau des plans de l'atome, donc au niveau des plans de la matière, assembler la matière, puis lentement faire évoluer la matière jusqu'à ce qu'on crée un vaisseau. C'est mauditement difficile, c'est drôlement plus compliqué que de partir de l'énergie non limitée et la baisser jusqu'à ce temps qu'on ait ce qu'on a besoin. Alors, il faut bien comprendre que l'utilité, il y a beaucoup de gens. Ouais, on peut en parler un petit peu. Il y a énormément de gens parmi les êtres humains qui ne sauront même pas qu'ils sont dans un vaisseau spatial, mais qui seront dans un contexte similaire au contexte planétaire. Ce contexte planétaire sera la recréation identique dans un vaisseau extraterrestre, d'une envergure que vous ne pouvez pas imaginer. Et il y a beaucoup d'humains qui vont penser vivre sur un contexte terrestre, mais qui en réalité vont carrément vivre sur un contexte extraterrestre dans un vaisseau spatial. Lorsqu'à un moment donné, ils seront replacés sur le plan terrestre, ils seront placés avec leur contexte expérientiel, c'est-à-dire que la cargaison, disons, de ce qu'ils auront construit, ainsi que les humains qui sont dessus, ainsi que la Terre, qui a été, disons, ouais, c'est assez compliqué à expliquer. Non, c'est très simple, ça va très bien. Oui, ça va très bien, oui, je comprends. C'est exactement comme si tu embarques dans un vaisseau spatial, on a bâti une immense île pour toi, tu es convaincu que tu n'as rien vu. Que c'est sur la Terre. C'est ça, tu dors, tu te réveilles, tu es pas de fan. Tu bosses tes bébelles, tu bosses tes cossins, puis à un moment donné, ça atterrit, ça ouvre les pattes, ça s'en va, puis ça laisse tout ça là. Tu es convaincu que c'est rien passé. OK? Bon, c'est ce que c'est. Il y a beaucoup de gens qui vont vivre ce genre de phénomène, et etc., etc. C'est au-delà de l'envergure de ce que l'humanité pourrait imaginer. Même les gars qui font de la science-fiction, il faut qu'ils se pluguent un petit peu, parce que sinon, ils ne pourraient même pas l'imaginer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, des choses intéressantes, mais tout va continuer comme ça se passe là. L'homme doit-il prendre le maximum d'espace aux dépens des autres, ne pas se foutre de la société? Vous savez, un ressort, c'est quoi un ressort? On prend une petite bébille, on la met sur un ressort, puis là, la bille, elle prend le plus d'espace qu'elle peut. Ça marche. À un moment donné, elle va prendre assez d'espace qu'elle va perdre en énergie pour pouvoir s'opposer à la poussée du ressort. Puis à un moment donné, le ressort va avoir suffisamment d'énergie que c'est le ressort qui va s'étirer. Il va aller prendre l'espace qu'il n'y a pas eu, puis la boule elle va s'en aller très loin. On appelle ça le karma. L'homme doit-il prendre le maximum d'espace aux dépens des autres? On ne comprend pas l'écologie. On ne peut pas prendre le maximum d'espace aux dépens des autres. On doit simplement comprendre que dans le continuum expérientiel et existentiel dans lequel on est placé, tout est interrelié. Si quelqu'un laisse tomber 5 piastres, tu le ramasses puis tu y donnes. Si quelqu'un jette 5 piastres, tu le ramasses puis tu le gardes. Alors, si quelqu'un ne veut pas prendre l'espace qui lui est dû, il n'y a rien qui empêche l'humain de le prendre. Ce n'est pas profiter. C'est normal. Mais quand ce bonhomme ou cette bonne femme-là voudra reprendre l'espace parce qu'elle évolue, il ne faudra pas penser que c'est un droit acquis. Il faudra le lui remettre. C'est écologique, c'est social, c'est intelligent, c'est économique en énergie. Alors, c'est terminé pour cette période-ci. Un autre pause café.